vous souhaiter la bienvenue à tous sur ce webinaire du FIPHFP qui sera dédié, comme tu le disais, au PASS et aux EPAST. Donc, c'est le dernier webinaire de l'année pour la région. C'est une année qui a été relativement chargée en webinaire en raison de la situation sanitaire. J'espère que l'année prochaine, nous aurons l'occasion peut-être de reprendre nos groupes de travail et nos réflexions en présentiel. En tout cas, c'est mon souhait. En tout cas, sur le premier trimestre, cela paraît encore un peu compliqué vu l'évolution de la situation et on risque de devoir faire avec les moyens distanciels encore au moins pendant quelques mois. Donc, pour ce webinaire, nous avons le plaisir, et je les remercie, d'accueillir les deux Christophe, donc Christophe Bertrand et Christophe Saladino de la GFIP, avec qui je travaille avec plaisir régulièrement. Et ce webinaire est un petit peu le résultat d'une réflexion que nous avions eue avec Christophe Bertrand lors du séminaire du mois de juin sur les passes, où on a vu que dans la fonction publique, il y avait une mobilisation, certes, et on aura donc les deux employeurs publics, la métropole et Aix-Marseille Université, qui sont les bons élèves, et je remercie Vincent et Christopher de leur présence également, mais de manière générale, cette mobilisation n'est pas forcément à la hauteur peut-être des attendus. Et donc on s'était dit avec Christophe, ça serait intéressant de représenter les dispositifs donc, aux employeurs publics, leur rappeler qu'ils existent et les moyens de pouvoir les mobiliser. Donc, c'est l'objet de ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais te redonner la parole pour nous présenter en détail le programme détaillé de notre après-midi. Merci Thierry. Pour cette table ronde, comme je le disais, ce qu'on vous propose, c'est déjà de refaire un petit focus sur ce que c'est que la compensation et en quoi elle consiste, très rapidement. Donc, bien évidemment, la compensation, c'est un moyen qui permet de contribuer à sécuriser les parcours professionnels des personnes handicapées. Ça, je pense que vous l'aviez, vous le savez. Quand on parle de situation de handicap, comme j'ai échangé dans le cadre de cette préparation au webinaire avec Christophe Bertrand et Christophe Saladino, on parle d'abord et avant tout quand on parle de la situation de handicap, on parle d'une limitation ou une restriction d'activité que la personne handicapée va subir. Alors, dans son environnement, au sens large du terme, ça c'est important de le noter. J'ai remis ici très rapidement la définition. Je ne vais peut-être pas vous la relire, vous l'aurez en support, mais ce qui est important de noter, c'est qu'on va avoir à un moment donné une personne qui va être coupée en fait des possibilités à poursuivre en fait sa vie dans son environnement au sens large du terme. Voilà, simplement. Le handicap, on le définit bien sûr toujours par rapport à une situation donnée, comme je vous le disais. On peut avoir une personne handicapée qui souffre d'une maladie ou qui a subi un accident. Ça peut également provoquer des lésions qui entraînent une déficience, ce qui peut conduire à une incapacité. Tout ça engendre en fait une situation de handicap dans la vie sociale et professionnelle, dans l'environnement de la personne au sens large du terme. Donc voilà un petit peu pour le petit rappel. Alors, les conséquences du handicap pour une personne, bien évidemment, le handicap peut entraîner des difficultés pour se déplacer, pour interagir au sens large du terme avec son environnement, avec ses collègues de travail, pour porter des charges, pour lire et écrire, entendre, communiquer, apprendre et se concentrer et se repérer. Donc, il nous paraissait important de repréciser tout cela pour pouvoir aborder de manière un peu plus pratique les deux dispositifs que sont les EPAST et les PASS. Alors, dernier petit rappel sur l'accessibilité et la compensation. Je pense que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être déjà cette illustration. Qui va aborder la question de la compensation à travers trois possibilités. La compensation, l'objectif de la compensation, c'est bien sûr de neutraliser et de réduire au niveau individuel les conséquences du handicap.
On peut se dire que la compensation, elle peut être mise en œuvre de manière soit égalitaire, avec un traitement identique pour tous. C'est ce que vous voyez sur l'image de gauche, où vous avez nos trois personnages qui disposent les trois pour pouvoir assister à la scène, au spectacle qui se déroule sous leurs yeux. Alors, les trois personnes, on leur a donné les stricto sensu, les trois mêmes blocs pour pouvoir, pense-t-on en tout cas, assister au spectacle derrière la palissade. On voit bien que la première personne qui est d'une taille assez grande, elle voit très bien le spectacle. La personne du milieu, elle le voit aussi. Par contre, notre troisième personnage, malgré le moyen de compensation qu'on a cru être suffisant pour compenser les conséquences du handicap, eh bien, cette personne-là ne peut toujours pas avoir accès au spectacle qui devrait se dérouler sous ses yeux. L'accessibilité, elle doit permettre, c'est ce qu'on voit sur l'illustration de droite, elle doit permettre de pouvoir aménager pour tous et toutes les conditions de vie, les conditions de travail pour pouvoir être en capacité d'exercer le mieux possible les actes de la vie quotidienne et sociable, que ce soit dans le cadre de son poste de travail ou dans sa vie au quotidien. Donc voilà un petit peu en préambule une petite introduction sur la compensation et la situation de handicap. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer à ce que c'est qu'une EPAST, l'étude préalable à l'adaptation et à l'aménagement des situations de travail. Pour en parler, je vais passer la parole à un spécialiste, à un expert, donc à Christophe Saladino de la GFIP. Donc Christophe va nous présenter un petit peu ce que c'est qu'une EPAST, quelles sont les finalités, les objectifs, les moyens qu'on peut mettre en œuvre, qui rentrent dans le rôle de la prescription, et puis comment est-ce qu'on peut mobiliser cette prestation. Christophe, je vous laisse la parole. Ok. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Thierry pour ton introduction et merci Nora pour cette introduction aussi liée au sujet majeur qui nous conduit à faire ces présentations, c'est-à-dire la compensation. Et j'irai même plus loin que ça, c'est-à-dire la stricte compensation du handicap, voire même le droit à la compensation qui s'inscrit dans la loi de 2005 et dont le législateur a bien mis en évidence le fait que toute personne en situation de handicap possède bien ce droit à la compensation et que la GFIP et le FIP sont disposés à honorer, on va dire, en tant que financeurs. Parmi le panel des aides et prestations de la GFIP, donc on a ce qu'on appelle de manière un peu barbare l'EPAST, donc l'étude préalable à l'adaptation et à l'aménagement des situations de travail, qui découle en fait d'études, ce qu'on appelle les études ergonomiques, réalisées par des ergonomes qui sont cofinancés avec le FIP et donc la GFIP délivre cette prestation permettant en fait à tout employeur de pouvoir accéder à cette étude ergonomique et pouvoir répondre d'abord à son obligation. La première chose, si Nora faisait tout à l'heure la différence entre l'accessibilité et la compensation, c'est bien qu'il y a des notions importantes à retenir. D'abord, ce qui concerne l'obligation de l'employeur en termes de prévention des risques et des tas d'obligations qui nécessitent en tout cas d'être au plus près des besoins de ses salariés. Et donc, la stricte compensation qui va être calculée justement par les ergonomes que nous finançons et qui permettent de pouvoir envisager des aménagements de poste.
Nora, peut-être, je vais te laisser. Voilà. Donc, du coup, quelle finalité? Donc, ces études ergonomistes, ces EPAST, sont censés apporter aux employeurs, en règle générale, donc aux employeurs publics et employeurs privés, et donc à la collectivité, avec, si possible, le plus de réactivité possible parce que le marché est soumis justement à des règles de réactivité, et de pouvoir apporter un appui technique assez précis sur tout ce qui peut résoudre les problématiques liées justement aux problématiques liées au poste de travail, aux gestes professionnels que rencontre la personne, et de pouvoir apporter des solutions concrètes, réalistes et chiffrées, parce que nous sommes aussi des financeurs, donc du coup, il est important pour nous aussi d'avoir des solutions chiffrées qui vont pouvoir mettre en évidence la stricte compensation du handicap. Et donc, tout ceci pour aménager la situation de travail, qui peut amener aussi des réorganisations du travail. C'est le rôle, en tout cas, que l'ergonome et le métier d'ergonome aussi peut permettre de donner, et en respectant aussi un principe important qui est le principe d'aménagement raisonnable. On ne finance pas aussi quelque chose de déraisonné. On est aussi dans ce qu'apporte aussi la loi du 11 février 2005, le droit à la compensation, mais aussi de rester sur des notions raisonnables de coût pour les employeurs et pour les financeurs publics. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une analyse. Voilà, donc l'ergonome intervient au sein de l'entreprise et donc analyse et apporte une réflexion très générale touchant à l'organisation du travail. Donc, ça peut ne pas être uniquement le poste de travail en lui-même, mais l'ergonome est un petit peu celui qui va dézoomer l'environnement de travail et pouvoir analyser tout ce qui va concerner l'organisation des postes en général, pas que celui de la personne en situation de handicap, la polyvalence des postes qui existent au sein de la collectivité et toute la multiplicité des situations de travail du bénéficiaire, permettant de pouvoir apporter pas forcément aussi des solutions techniques, mais aussi des solutions organisationnelles au sein même de la collectivité. Et donc, du coup, on parle aussi de notion de complexité. Lorsqu'on fait appel à un ergonome, aux EPAST, on fait aussi face aux limites que nous pourrions avoir en tant qu'employeur, en tant qu'opérateur de placement spécialisé, de pouvoir apporter aussi un temps nécessaire d'observation du poste de travail et de tout ce qui va entrer en ligne de compte autour du poste de travail, dans les relations sociales aussi, qui parfois peuvent être aussi tendues dues aux difficultés que rencontre la personne. Donc, les PAST, quels sont les objectifs? Ils sont multiples. Donc, c'est de pouvoir éclairer l'ensemble des acteurs qui entrent en ligne de compte, pas seulement l'agent, mais aussi l'employeur, le responsable de service, le médecin, d'autres corps médicaux ou paramédicaux liés à la situation de handicap et selon la déficience. Proposer donc, on le disait tout à l'heure, des solutions durables, réalistes, raisonnables en termes d'aménagement et concrètes, notamment en termes de solutions techniques, pouvant optimiser donc l'adéquation entre l'agent en situation de handicap et l'environnement de travail, l'environnement aussi économique, humain, technique et aussi les contraintes qui peuvent exister au sein de la collectivité. L'EPAST permet aussi de faciliter les embauches, le maintien, bien sûr, des conditions d'autonomie au sein de la situation de travail, d'évolution professionnelle et tout autre aspect comme les astreintes, d'intégration aussi dans un collectif. Donc, l'ergonome va pouvoir étudier tous ces paramètres pour pouvoir limiter le plus possible les contraintes que rencontre l'agent dans la collectivité. Objectif aussi de limiter les pertes de productivité liées
l'incapacité. Alors l'incapacité est un mot un peu négatif, mais on va dire plutôt optimiser les possibilités de l'agent et d'atteindre la qualité de service attendue de l'agent sur son poste de travail. L'EPAST permet aussi d'anticiper l'évolution de l'état de santé pour minimiser son impact, mais là, ça rentre en ligne de compte de la prévention des risques qui incombe justement à tout employeur, qu'il soit public ou privé, et dans des proportions compatibles avec l'activité professionnelle. Donc, à retenir, c'est que la prestation attendue doit permettre d'identifier ce qui relève de la stricte compensation du handicap. Je reviens un petit peu là-dessus. L'ergonome met en évidence une répartition de coûts lorsqu'il s'agit de délivrer des solutions techniques, par exemple. Et lorsque l'ergonome préconise un matériel, ça fait partie aussi de ses compétences et en tout cas aussi des attendus de la GFIP et du FIP, c'est de pouvoir en dégager ce qui relève de la stricte compensation du handicap. Et donc, ce qui au final relève de la stricte compensation du handicap, ça ne peut être calculé si on n'a pas calculé en amont ce qui relève de la prévention des risques. Est-ce que le matériel va rentrer dans le patrimoine de la collectivité? Est-ce qu'il va être utilisé par d'autres salariés? Auquel cas aussi, ce sont des coûts, en tout cas des hauteurs de coûts qui ne seront pas pris en charge par la GFIP et le FIP. Donc voilà, on a tout un tas de paramètres lors de cette étude ergonomique à viser et de pouvoir en dégager cette stricte compensation du handicap. Et je ne reviens pas sur la notion d'aménagement raisonnable qui est aussi très importante. Pourquoi? Parce que on peut, en tout cas depuis plusieurs années que je gère la prestation, on peut être sur des coûts d'aménagement très élevés et donc forcément on le lie à beaucoup d'autres paramètres qui est est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, peut-être aussi de réaffectation sur d'autres postes, sur d'autres environnements de travail qui permettent justement de ne pas utiliser des fonds publics parfois de façon déraisonnable. Donc, c'est aussi une des missions de l'ergonome. Alors, quel circuit, quelle prescription? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'EPAST est mobilisable uniquement par prescription, donc de Cap Emploi, qui est habilité à intervenir, bien sûr, chez des employeurs publics via le cofinancement du FIP, mais aussi mobilisable par un centre de gestion qui est conventionné avec le FIP. C'est le cas assez régulièrement. D'ailleurs, je souligne que l'EPAST est assez régulièrement mobilisés par Cap Emploi pour des employeurs publics ou des centres de gestion. Je suis d'ailleurs aussi sollicité par M. Alberti du rectorat qui n'a pas pu être avec nous mais qui souvent fait appel aux EPAST pour tout type de poste de travail au sein du rectorat, que ce soit des postes en cuisine, d'enseignement, etc. Donc du coup, voilà, elle est quand même régulièrement sollicitée, mais elle peut être aussi prescrite par la délégation régionale de la GFIP ou du FIP elle-même pour un employeur public qui conventionne avec le FIP et HFP. Et pour les trois types, bien sûr, de fonctions publiques, qu'elles soient hospitalières, d'État ou territoriales. Comment est-ce que ça se passe? Donc, du coup, l'un des prescripteurs que je viens de citer fait appel à l'EPAST et va adresser la prescription en détaillant le plus possible le poste de travail de l'agent, la situation de travail, les gestes professionnels rencontrés et bien sûr un aspect très important sans lequel, en tout cas sans lesquels l'ergonome ne peut pas agir, ce sont les restrictions d'aptitude. Donc forcément, à un moment donné, l'ergonome, qui n'est pas un médecin,
a besoin des restrictions d'aptitude délivrées par un médecin du travail, par un médecin autre aussi, mais qui va donner l'accent sur les restrictions et non pas la pathologie. Je rappelle que la pathologie n'a absolument pas à être dévoilée auprès du FIP ou de la GFIP, mais uniquement les restrictions d'aptitude liées à la déficience rencontrée par la personne. Et donc, du coup, cette prescription, voilà, donc, fait l'objet d'une fiche de prescription qui est adressée au sein de la délégation régionale, qui m'est ensuite adressée et que je gère personnellement. Et donc, lorsqu'elle est intégralement renseignée, je vais pouvoir orienter un ergonome auprès de l'employeur concerné pour étudier l'environnement du poste. Alors du coup, là, je ne sais plus où j'en suis. Pardon. J'en étais là. Voilà. Donc du coup, une fois que toutes les parties sont en accord, et j'insiste aussi là-dessus, l'employeur, l'agent, voilà, c'est très important que tout le monde soit en accord pour cette étude ergonomique du poste de travail. Et une fois que tout le monde est en accord, la demande est validée. Et donc, je transmets au prestataire ergonomique la prescription qui lui permettra d'intervenir au sein du poste de travail. Donc, cette étude ergonomique va tenir compte d'un grand nombre de caractéristiques que j'ai un petit peu citées tout à l'heure, en fonction de toutes les capacités de l'agent, qu'elles soient fonctionnelles, cognitives, psychiques, et va essayer d'apporter, et en tout cas c'est ce qu'on attend de la prestation, des préconisations d'aménagement de poste de travail en fonction des restrictions d'aptitude qui sont constatées par le médecin. Très bien. Merci Christophe. Voilà, je crois que je suis arrivé à la fin. Je ne savais pas s'il y avait d'autres slides, mais en tout cas, ah oui, peut-être oui. les conditions. Voilà, tout à fait. Donc, il faut bien être bénéficiaire de l'obligation d'emploi visée par le fameux décret 2006-501, bon, voilà, qui indique toutes les caractéristiques permettant de bénéficier de cette prestation. Il faut que la situation soit suffisamment complexe. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, Cap Emploi est habilité au sein de l'axe 2 maintien et est financé aussi pour ça par le FIP et la GFIP pour résoudre aussi des situations, on va dire, moins complexes ou semi-complexes via les propres compétences de l'axe 2, maintien du Cap Emploi. Voilà. Et donc, bien sûr, on fait appel à une étude ergonomique qui est coûteuse. Elle est totalement transparente pour l'employeur, mais elle a un coût. Elle est quand même financée par le FIP et la GFIP. Et donc, du coup, il faut qu'elle soit suffisamment complexe et donc, du coup, à un moment donné, le prescripteur va avoir des limites à pouvoir intervenir. Et donc, du coup, les acteurs conviennent que l'étude est nécessaire à la définition de l'adaptation du poste de travail. Il faut que l'établissement soit éligible aux aides du FIPHFP parce qu'effectivement, une fois que l'ergonome est intervenu et présente un tableau de répartition de coûts, ce qui va relever du financement de la stricte compensation, soit on est chez un employeur privé et donc c'est l'AGFIP qui intervient, soit on est bien chez un employeur public éligible aux aides du FIPHFP et donc l'aménagement sera financé selon les règles de financement de l'offre de service du FIPHFP. Donc les conditions aussi, je le disais tout à l'heure, c'est que qu'il y ait un avis du médecin de prévention qui énonce bien les restrictions
aptitude au poste de travail, qu'il s'agisse d'insertion ou de maintien dans l'emploi. Et je reviens aussi là-dessus, et ce n'est pas plus mal que ce soit encore indiqué sur cette slide, qu'il y ait bien un accord explicite des parties prenantes, c'est-à-dire médecins, agents et employeurs, et vérifier qu'il y a bien cet engagement mutuel sur la fiche de prescription. Très bien. Merci Christophe pour cet éclairage sur les EHPAST. Ce que je vous propose, c'est de passer à présent sur la présentation les prestations d'appui spécifiques, donc les PASS. Et je vais passer pour cela la parole à Christophe Bertrand de l'AGEFIP. Oui, merci Nora. Bonjour à tout le monde. Pour faire juste la transition, donc, suite à l'intervention de Christophe Saladino sur les EHPAST, pour bien que vous saisissiez la complémentarité des deux dispositifs, et ce qui relève de l'un et pas de l'autre, les EHPAST, sous le contrôle de Christophe, et on est beaucoup plus sur des situations très complexes. On est sur une étude ergonomique et on est sur des situations plutôt dans le champ du handicap moteur. Comme l'a précisé Christophe, premier acte de travail quand il s'agit de compensation, cap emploi, généraliste. Et s'il y a un besoin d'avoir un appui en complémentarité et un appui d'un expert, on va se diriger vers soit les PASS, que je vais vous présenter, soit, comme l'a indiqué Christophe, sur une EHPAST. Donc les PASS, comme les EHPAST, c'est un marché qui est cofinancé par le FIP et la GFIP, un marché qui s'est fait en 2 temps, puisque c'est un marché, comme vous le verrez, qui est décliné sur 6 typologies de handicap. Donc on a eu un premier temps fin 2018 sur le handicap psy, mental et troubles cognitifs, et un deuxième temps en février 2019 sur l'auditif, visuel et moteur. Donc tout ça pour vous dire que c'est un marché qui est d'actualité, puisqu'il court jusqu'à minima fin 2022, début 2023. Donc l'objectif des PASS, c'est vraiment de sécuriser les parcours professionnels des personnes en situation de handicap. On est vraiment sur l'ensemble des parcours. Je vous parle, je sais qu'au niveau du FIP, on va être plutôt axé sur des interventions auprès d'agents de la fonction publique qui sont en poste, mais pas que. On est sur une démarche, sur les PASS, vraiment où on va venir mettre en place des modalités de compensation en fonction des besoins spécifiques de la personne, que ce soit sur de la recherche d'emploi, en formation, et on peut voir aussi qu'il y a de la complémentarité là au niveau de la fonction publique, et aussi évidemment en intégration en emploi et en emploi dans le cas de risque de rupture sur un poste de travail. Donc comme je vous le disais, c'est un marché qui est décliné sur 6 typologies de handicap. Vous avez des prestataires qui sont présents sur tous les départements. Ils sont faciles d'accès. Vous pouvez facilement communiquer avec eux par téléphone et par mail pour poser des questions, pour échanger sur une situation, pour vraiment voir ce qui de leur ressort et comment vous pouvez mobiliser la prestation. Donc, sur le handicap moteur, où on va être beaucoup plus sur des réponses et des modalités de compensation technique ou organisationnelle. Pareil sur l'auditif, ça va être un petit peu le même type de modalité aussi sur le visuel. Et quand on est sur le handicap psychique, mental et cognitif, on va être sur l'ensemble des modalités de compensation qui sont finançables, que ce soit auprès du FIP. C'est vraiment une focale FIP. Nous, on est à GFIP, donc on connaît aussi notre offre d'intervention sur ce qu'on va prendre en termes de compensation. Mais on est sur, effectivement, venir intervenir sur les modalités de compensation, qu'elles soient organisationnelles, techniques, ou qu'elles soient humaines, ce qui est aussi le cas sur le handicap auditif, quand on aura besoin notamment d'une interprète pour faire tout ce qui est traduction et LS. Alors, on est sur une logique vraiment d'appui au référent de parcours. Donc, effectivement, c'est un appui à Cap Emploi quand on passe par l'acte de maintien, mais aussi ça peut être un appui, effectivement, employeur public que vous êtes et qui pourrait avoir besoin de cet expert qui va venir vraiment
un appui sur la typologie de handicap pour vous éclairer sur la situation. Comme l'a dit Nora, on est vraiment sur une approche situationnelle. Bien la rencontre d'un handicap dans un environnement qui crée la situation de handicap. Et c'est à cet endroit-là qu'on va venir voir quels sont vraiment les besoins spécifiques des personnes. Sur certaines situations, il n'y en aura pas, alors que la personne a une reconnaissance de travailleur handicapé. Et sur d'autres situations, parce que l'environnement contraint il y aura plusieurs ou une modalité de compensation à mettre en œuvre. Donc, on est sur des prestations qui sont relativement longues. On peut avoir des prestations de 6 mois, 9 mois, 12 mois, avec un volet et un volant d'heures d'accompagnement relativement conséquent. On est sur des prestations où les prestataires se sont organisés avec des équipes pluridisciplinaires. Par exemple, pour les troubles cognitifs, vous aurez un ergothérapeute, une neuropsychologue, voire un ergonome, qui vont vraiment croiser leur regard sur les situations. Vraiment, on va venir apporter un éclairage sur la situation et apporter des éléments d'appui pour aider aussi la personne à gagner en autonomie et pour sensibiliser, si besoin est, le manager ou le collectif de travail. Il y a tous ces aspects-là qui vont rentrer en considération pour sécuriser le parcours. Alors, effectivement, sur ces passes, il y a une modalité avec une prescription où vous allez partir de la situation et en fonction de la situation et des objectifs que vous allez poursuivre, vous allez plutôt vous orienter vers le bilan ou un appui sur le projet. On peut avoir besoin à un moment donné de réorienter son parcours professionnel ou de le faire évoluer et de retravailler son projet et voir quelle modalité de compensation il faudra mettre si notre projet évolue vers telle ou telle mission, peut-être avec le passage par une formation. Pareil, au niveau des passes, on est en capacité de venir mettre en place des éléments de compensation sur une formation s'il y a des besoins. Par exemple, on passe souvent aux troubles cognitifs, 10 et autres, où il y a besoin des fois de venir auprès de l'organisme de formation, travailler sur les contenus, travailler sur peut-être une formation à distance, trouver des modalités pour faire en sorte que la personne puisse vraiment acquérir les compétences requises. On va sur la réalisation de ce projet. Ça peut être effectivement évoluer sur un poste, maintenir sur un poste, venir en appui à. Donc, par exemple, la mise en œuvre d'un interprète, ça peut être un élément de réalisation de ce projet. La mise en place d'éléments techniques, siège ergo, tout ce qui peut être visuel. Au niveau auditif, il y a un tas de logiciels ou de connectiques qui peuvent être aussi mis en œuvre. Donc là, à ce titre, le prestataire est en capacité de vous proposer les modalités de compensation et de vous indiquer des devis et des fournisseurs où vous pourrez effectivement trouver ces modalités et les financer. Et enfin, un appui expert aussi pour prévenir et résoudre des situations de rupture, c'est-à-dire que là, c'est venir sur une situation où il y a de la difficulté, c'est faire de la médiation, c'est revoir avec chaque partie prenante qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et comment, et apporter l'éclairage sur le handicap et apporter des modalités de solution. Alors, sur les conditions de mobilisation, j'allais dire ça, ce sont à peu près les mêmes que sur les EHPAD. Effectivement, toutes les personnes handicapées, il faut adresser une prescription au prestataire. Donc, tout vous, employeurs publics qui êtes conventionnés, vous pouvez directement mobiliser et prescrire auprès des prestataires l'ensemble de ces prestations. Et effectivement, nous, au niveau de la délégation régionale, ça a déjà été indiqué, on peut à l'opportunité aussi mettre en œuvre ce type de prestations. Mais c'est quand même, concernant les PAS, comme je vous l'ai dit, on est dans une logique d'appui au référent de parcours. Donc, c'est quand même, à mon sens, plus vivant et plus intéressant pour l'ensemble des parties prenantes que l'employeur se saisisse d'eux, qui soit garant aussi de cette prescription, qui a eu l'accord, bien évidemment, de la personne avec besoin de médecin du travail et qu'autour et avec la personne, on travaille à la sécurisation de son parcours. Bien. Merci Christophe pour
Juste quelques éléments. Thierry. Quelques éléments, si tu permets. Oui, pardon. Je ne savais pas qu'on était Oui. sur la fin. Je pense que c'est important d'avoir des éléments chiffrés. Thierry qui a participé longuement à tout ce qu'on a fait en termes de bilan sur l'année 2020. Une année 2020, je rappelle, qui était une année Covid un peu particulière. Mais les passes, par exemple, pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est un peu plus de 50 000 heures réalisées en PACA Corse en 2020. 6%, ce sont des situations qui concernent des agents de la fonction publique. Et on est sur une année, je le redis, là, on s'oriente sur 2021, sur une année à plus de 60 000 heures. On va suivre a priori un peu plus de 4 000 personnes. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a une mobilisation qui est conséquente et des équipes qui sont réactives, présentes sur tous les territoires. Et n'hésitez pas, que ce soit à revenir vers moi si besoin. Je pense que pour Christophe, quand le terrain les dépasse, on vous adresse le même message. On est là pour ça. Mais n'hésitez pas à rentrer en contact avec les prestataires qui se feront un plaisir de vous aiguiller et de partager ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils auront lieu de faire et de voir avec vous quelles seront les meilleures modalités pour accompagner les personnes et vous accompagner aussi. Merci pour votre attention. Peut-être pour compléter en matière chiffrée, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais effectivement, au niveau de la délégation régionale, on finance à peu près 480-500 demi-journées d'études ergonomiques par an. 2020 n'a pas, même s'il y a eu un temps d'inactivité, ça n'a pas forcément été une année trop subie du point de vue d'intervention des ergonomes, et on a pu quand même délivrer un certain nombre d'études, à peu près 80 études dans l'année. Et avec un bon taux, justement, je m'adresse un peu à Thierry, mais quand même avec un taux de 20-22% de mobilisation pour la fonction publique, et on s'en réjouit, voilà, parce que ça veut dire que quand même on arrive à solutionner des problématiques, des situations de handicap des agents dans la fonction publique. Voilà. Thierry, tu veux peut-être… Oui, je vais apporter une précision d'information pour répondre à Christophe. Donc, merci effectivement sur la mobilisation, sur les chiffres de la mobilisation EPAST dans la fonction publique. Voilà, donc on est à un chiffre relativement correct. C'est vrai que sur les PAST, on est un peu plus en retrait. Christophe l'a rappelé, on est plutôt à 10%, et c'est pour ça qu'on souhaitait rappeler le dispositif. Est-ce que Christophe, tu l'as peut-être dit, je n'ai pas fait attention, rappeler les sujets sur lesquels dans la fonction publique sont le plus mobilisés les PASS. Si tu as l'info, hein, je te prends un peu au dépourvu, je ne sais pas si tu as l'info. J'ai un doute si c'est psy ou cognitif. On l'avait vu ensemble sur la fonction publique en particulier. Alors, je différencie. Le souci, c'est que je pourrais te donner des éléments, mais vu qu'ils sont en pourcentage et d'autres, ça va être sur des pourcentages de réalisation de tel ou tel type d'handicap, les autres seront sur des pourcentages d'heures. Je ne pourrais pas te dire lequel a été le plus mobilisé en heures. Mais les situations qui sont les plus souvent mobilisées, effectivement, on a du TCO, on a de l'auditif, on a du visuel, on a du moteur. Beaucoup moins sur du petit, mais c'est en pourcentage. J'ai vu que les passes sur le petit, c'est un gros volume. En général, ça fait quand même, ça embarque pas mal de situations. Et sur le handicap mental, on a quelques situations. Je dirais que si on doit le faire en termes de volume en heures, donc en termes de nombre de situations, on doit être sur psy, auditif, moteur, visuel, sur quelque chose qui doit être à peu près similaire en nombre et en termes de situation. Mais voilà, ça méritera peut-être qu'on y jette encore un coup d'œil. Un œil un peu plus précis, oui. Qu'on aille, voilà, qu'on soit encore plus précis, puisque pour le dire en quelques mots, quand je vous dis qu'il y a à peu près un peu plus il y a 56 000 heures en gros qui ont été réalisées en 2020, 40% de ces 56 000 heures, ça, c'est sur du handicap psychique. Donc, même s'il y a 1 ou 2% de situations qui sont sur du petit,
ça fait quand même beaucoup de situations, c'est considérable. À l'inverse, sur le handicap mental, on est sur quelque chose qui doit représenter 3% du volume. Donc voilà, faudrait jeter un coup d'œil sur cet ordre de grandeur. D'accord. Merci pour ces précisions. Je voudrais ajouter aussi que dans le cadre de l'EPAS, une fois que l'étude est conduite, effectivement, Christophe l'a rappelé, le FIPHFP peut cofinancer l'aménagement du poste de travail. Hein, je rappellerai que cet aménagement peut être cofinancé donc à hauteur de 10 000 € pour une période de 3 ans et en complémentarité des dispositifs de droit commun. De même, dans le cadre des passes, même si ce n'est pas tout à fait le même objet, il peut y avoir, et on a vu une situation avec Christophe, il peut y avoir parfois complémentarité ou alors suite du dispositif par le dispositif emploi accompagné que vous connaissez ou qui fera certainement l'objet l'année prochaine d'un webinaire de présentation. On a fait, il me semble, un flash info sur le sujet cette année. Donc, vous avez eu les informations essentielles. Et c'est un dispositif auquel les employeurs publics, vous pouvez également recourir et on vous incite à le faire. Donc, voilà. Et puis, sans prendre plus la parole, je vais te la rendre, Nora, pour que tu puisses lancer la suite de nos échanges. Merci, Thierry. Juste une question dans le chat, Nora. Oui, très bien. Alors, les EPAS Télépass ont-ils été mobilisés dans le cadre des emplois accompagnés? Ah ben, je viens de. Voilà. Je pense que je viens d'y répondre. Je n'avais pas vu la question. Oui, il y a un cas où effectivement, il y a, à titre expérimental, hein, je parle sous contrôle de Christophe, on a autorisé effectivement le dispositif emploi accompagné avec une passe. Normalement, ce n'est pas forcément la logique. La logique, c'est l'un ou l'autre. La passe, on est plus, comme le disait Christophe, c'est une réponse d'urgence à l'activité avec une certaine durée. L'emploi accompagné a plus vocation à accompagner sur du long terme la personne. Donc, les deux dispositifs sont, à mon avis, complémentaires. Ils peuvent être peut-être mobilisés l'un après l'autre. Ensemble, il faut démontrer l'intérêt. Et là, si tu veux en dire un mot, Christophe, parce qu'on a eu un sujet, je ne suis pas persuadé que l'intérêt de le mobiliser ensemble aujourd'hui soit particulièrement pertinent. Alors, je te rejoins, mais ça va vraiment dépendre. C'est pour ça qu'on est sur un approche situationnelle. Ça va vraiment dépendre des situations. Par exemple, effectivement, pour une personne qui serait sourde et qui, malgré tout, serait suivie par l'emploi accompagné, il y a des moments où, inévitablement, on aura besoin de l'appui d'une passe handicap auditif, mais ça reste à la marge. Après, c'est vrai que logiquement, l'emploi accompagné, on est sur une structuration avec une équipe pluridisciplinaire qui se doit de répondre logiquement à l'ensemble des typologies de handicap. Donc, vraisemblablement, c'est assez rare qu'on ait voilà, qu'une situation exige qu'on soit en parallèle sur un emploi accompagné et un PAS. Mais l'une peut amener l'autre. Voilà. Sur du handicap visuel, à un moment donné, il va falloir avoir l'appui d'eux et mettre en place des modalités, etc. Mais ça sera entre guillemets, sur l'ensemble de l'accompagnement, puisque l'emploi accompagné, c'est un accompagnement au long cours, ça sera vraiment à quelques moments ponctuels. Très bien. Merci pour ces précisions. Marion, est-ce que tu as des questions de la part de nos participants, participantes? Eh bien non, pas d'autres pour le moment, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que je puisse les partager. Très bien. Merci pour cet éclairage sur les EPAS Télépass. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer la parole à deux de nos grands témoins. Je vais les appeler comme cela, je pense qu'ils ne m'en voudront pas. Donc, le premier à partager avec nous son retour d'expérience, c'est Christopher Say. De la métropole Nice-Côte d'Azur, pardon. Et ensuite, Christopher passera le relais à Vincent Carrillo d'Aix-Marseille Université. Donc, Christopher, je vous laisse vous présenter et puis présenter un petit peu rapidement votre contexte, les enjeux et puis partager votre expérience sur les prestations d'appui spécifiques auxquelles vous avez pu avoir recours. Je vous laisse la parole, Christopher. Merci Nora, merci à tous.
C'est simple, d'habitude, la lettre S, c'est à la fin de l'alphabet. Pour une fois que j'ai pu passer devant Vincent Carillo, mon ami, il ne m'en voudra pas. Je lui ai promis de lui payer un coca la prochaine fois qu'on se voit à Marseille. Très bien. Donc, oui, là, je vais faire donc, je vous indique, répondre un peu à la commande. Et après, deux, trois diapos que j'ai mis pour illustrer, parce que de temps en temps, des belles images valent mieux que des longs discours. Moi, ici, donc, je représente la mission handicap de la métropole Nice-Côte d'Azur. On est au niveau des ressources humaines de cette métropole et nous sommes mutualisés avec la ville de Nice et le CCAS de Nice. Donc, ça fait en gros 12 000 emplois permanents et si on compte les non permanents, ça fait environ 15 000 personnes. Alors, l'avantage, c'est qu'on a un peu d'expérience vis-à-vis des passes. Donc, c'est vrai que c'est un plaisir pour moi de pouvoir témoigner aujourd'hui. Avant, avec les prestations ponctuelles spécifiques, nous avons aussi beaucoup œuvré. Nous en sommes à notre 4e convention concernant la ville de Nice avec le FIP. Donc, on aurait pu se dire, on a fait le tour, maintenant on continue. Parce que les conventions vivent et nos collectivités vivent aussi. Alors, les raisons, tu m'as demandé donc la raison du recours au pass pour entrer dans le vif du sujet. Alors, on en fait, au début, j'ai commencé à compter. Je me disais, on en fait quelques dizaines par an. En fin de compte, on n'approche pas loin de la centaine par an depuis quelques années. Alors, aussi bien, alors les principales, déficience moteur, auditive, visuelle, et après quelques autres, donc un peu moins nombreuses, mais psychiques, cognitives et mentales. Tu m'as demandé donc les raisons du recours. Alors pour moi, la première raison, c'est la simplicité. Je suis un gros feignant, je peux travailler 12 heures par jour, donc je suis un feignant. C'est la simplicité, c'est qu'on n'a pas besoin de faire avec les passes de marché public et on n'a pas besoin de financer le coût des passes. Désolé, le FIP et la GFIP, en fin de compte, pour nous, c'est très, très utile, les passes, surtout qu'en plus, les coûts sont hors convention, en fin de compte. Je ne sais même pas si ce n'est pas hors plateforme, parce que je sais qu'on a un seuil de plateforme, Thierry, et peut-être même que le coût des passes est hors plateforme. Je te confirme, puisque c'est un dispositif qui a son propre financement à travers une convention avec la GFIP, et ça ne rentre pas du tout dans les aides que tu peux mobiliser. Oui. Voilà, exactement. Donc, les employeurs qui n'ont pas de convention, parce qu'il n'y a pas assez d'agents en leur sein, eh bien, ils sont limités à, je crois que c'est 40 000 euros ou 30 000 euros par an. Mais en fin de compte, les passes, c'est hors plateforme. Donc, pour moi, c'est que du bénéfice. En plus, comme je suis de nature carrée, c'est vrai qu'il y a un cahier des charges avec chaque prestation d'appui spécifique. Et en fin de compte, moi, employeur, au début, quand les PPS ont été transformés en passes, je me suis plongé dedans et j'ai vu que tout était clair, clean. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Au niveau des délais de prise en compte, au niveau des délais de restitution, c'est nickel. Donc, moi, je sais que j'utilise énormément avec notre mission handicap. Pour ceux qui l'ont jamais encore pratiqué, allez-y les yeux fermés. Autre raison du recours, et j'ai rien à gagner. Autre raison du recours, je veux dire, c'est le professionnalisme des acteurs qui font donc les passes. En gros, les missions handicap, elles sont là depuis 1 an, 10 ans, rarement plus. Et aujourd'hui, les acteurs, donc les prestataires de services, ils sont présents depuis des dizaines d'années. Et en fin de compte, c'est vrai que c'est génial. Pour nous, on n'a pas à réinventer la poudre. Ça évite toute surprise de prestataires. Il y a encore, je me souviens, plus de 10 ans, on peut avoir des surprises de certains prestataires qui offraient des prestations de services. Là, aujourd'hui, moi, je sais que localement, dans le 06, les passes, aucune surprise. En plus, c'est dans tous les domaines. Avec la nouvelle passe troubles cognitifs, c'est vrai que c'était un manque il y a encore quelques années. Maintenant, c'est vrai qu'on rentre dedans sans souci. Alors pour nous, pour les bénéfices, tu m'as posé la question. Après expliquer les raisons du recours, nous, les bénéfices, on les a sur plusieurs domaines. Alors, on les travaille aussi bien dans le maintien dans l'emploi, donc l'emploi de la personne. Alors ça, c'est assez simple. Mais on le travaille aussi dans le maintien en emploi. Alors, et pour faire un peu de sémantique, c'est surtout lorsqu'il y a éventuellement un changement de poste pour raison médicale ou lorsqu'il y a un souhait de mobilité.
je distingue bien du reclassement, on va dire, administratif, la PPR et tout ça, hein. Mais lorsqu'il y a un souhait d'évolution ou de changement de poste pour raison médicale, sans inaptitude totale aux fonctions, c'est vrai qu'on l'utilise aussi dans ce domaine-là pour préparer le terrain et savoir qu'est-ce qu'il faudra mettre en œuvre plus tard. J'ai en tête des exemples de passes moteurs ou autres. C'est vrai qu'on l'utilise dans ce cadre-là. Et pour moi, c'est vrai qu'on gagne du temps, on n'aura pas de surprise après. Donc, c'est intéressant. On les bénéficie aussi pour lorsqu'on veut pérenniser quelqu'un. De temps en temps, la personne est en apprentissage, éventuellement en CDD. On se dit, tiens, il y a un CDI qui peut arriver ou autre. C'est vrai qu'on utilise aussi pour pérenniser les personnes, les passes. Ça accompagne l'employeur. Donc moi, je pense à certaines passes mentales qu'on a mis en place et c'était tout bénef. Donc là-dessus, voilà, c'est un peu mon vécu. Et les bénéfices, j'en ai un autre exemple, c'est les auditives. Vous savez que le FIP il finance une partie, le reste à charge de l'achat des prothèses auditives. Et nous, chaque fois qu'on a un agent qui veut acheter une prothèse auditive, on en profite pour faire une passe. Comme ça, on traite globalement la situation du poste de travail avant d'imaginer, tiens, je vais te financer une paire de prothèses auditives qui ne correspondra peut-être pas à tout le monde. Et donc, ça c'est intéressant. Et en même temps, même avec les passes, on peut, nous, jusqu'à le prestataire, il peut faire venir aussi un interprète en langue des signes ou une interface. Et c'est vrai que ça fait un pot commun lorsque on a ce besoin particulier pour une passe. Donc pour moi, ça, c'était pas mal. Et en fin de compte, c'est pour montrer la petite image que tu nous as mis, Nora, c'est pour montrer bien que derrière une prothèse, il peut y avoir d'autres aménagements. Donc, il peut y avoir où on n'y pense pas forcément. La petite vidéo slide, le petit slide précédent aussi, c'est que derrière une plage ou un bloc-notes braille, il peut y avoir d'autres choses dans le cadre de l'aménagement global du poste de travail. Et là, c'était donc pouvoir marquer avec des points braille, des champs de classeurs ou de documents. Donc aussi, ça permettait donc d'étudier globalement le poste de travail. Donc ça, c'est intéressant. Très bien. Après, voilà, ça c'était un autre exemple. Il était intéressant celui-là parce qu'il est double. Alors c'est une situation de. Alors moi je l'aime bien parce que souvent qu'on a ça dans les collectivités, donc c'est un collègue, un agent technique, un de propreté. Je vous ai détaillé les tâches habituelles de l'agent technique. Et on voit derrière, après, donc derrière la demande initiale de passe que nous avons fait donc au prestataire du 06, les aménagements déjà en place. Alors quand vous avez ça va parler à beaucoup de monde. C'est pour ça que c'est du pratico-pratique. Quand vous avez ça, souvent, c'est déjà la mort du petit cheval. C'est le reclassement assuré. Les aménagements sont déjà en place. Ne conduit plus. Alternance régulière de tâches. Ne débroussaille plus. Ne désherbe plus. Ne participe plus à certaines fonctions. Ne travaille plus le samedi. Allez, c'est bon. On est dans le reclassement. Eh bien, grâce à ça, on a fait la passe. Bon, il présente certaines difficultés. Mais le monsieur, vous avez vu qu'il souhaitait rester sur son poste de travail. Il aime son boulot, quoi. Il aime nettoyer, rendre propre sa ville, c'est sa fierté. Donc, on a mis en place une passe plutôt que aller immédiatement vers une saisie d'un expert pour envisager un reclassement, qui serait, lui, ça serait mal perçu parce que c'est même pas son choix en plus. Et donc, on a été dans ce sens-là. Tu peux passer la deuxième slide. Donc, en fin de compte, ces difficultés, malgré ces aménagements organisationnels de poste, il n'y avait pas d'aménagement technique, ce collègue. C'était organisationnel. Mais malgré tout, restaient donc certains problèmes. Et par exemple, ce monsieur, notamment, il ne pouvait pas se pencher en avant. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas rentrer ou sortir du véhicule facilement. Donc, à chaque fois, c'était un risque d'aggraver sa situation. Il ne pouvait pas ramasser, évacuer les déchets, utiliser la pelle, mettre dans la carriole, les sacs, etc. Il y avait plein de choses qu'il ne pouvait pas faire. La même chose quand il devait faire des mouvements de tête, il ne pouvait pas aussi les voir. Donc ça aussi, c'était compliqué. La même chose pour porter des charges, etc. Et donc, il y a eu, grâce à la passe, alors la mission handicap, le chef de service, il avait déjà essayé de travailler un peu sur ces aspects organisationnels. Tout le monde était d'accord parce que c'était un gars disponible, il était bon esprit, et toujours volontaire. Et donc, ils avaient essayé déjà, mais ils étaient un peu bloqués. Et en fin de compte, donc, on a mis la passe et tu peux passer la suivante, s'il te plaît. Et bien, en fin de compte, il y a des aménagements techniques auxquels on n'aurait pas forcément pensé.
Alors, le coussin d'assise, c'est simple, hein, pour sortir du véhicule, pas de souci. Mais en fin de compte, l'ergothérapeute a proposé même d'aller au-delà. Un soutien lombaire avec un réglage. Donc, et en plus, avec la passe, on a pu faire des essais. Parce que ces prestataires existent depuis tellement d'années. Vous, moi, employeur, je vais aller voir quelqu'un pour faire les essais. Il va me dire, vous achetez d'abord. OK. Là, avec le prestataire c'est son taf, et on a pu faire les essais. Donc, ça, c'était pas mal. Et en plus, il y a une nouvelle, là, c'est des aménagements techniques qui ont un coût un peu plus élevé, mais avec une participation du FIP qui nous a permis de faciliter l'achat. Donc, c'est un aspirateur sur camion. On verra la diapo après, et un haillon pour pouvoir mettre cet aspirateur. Et en fin de compte, ça a aidé l'agent à pouvoir avoir une tâche dédiée à lui et pas se sentir, je vais dire, réduit à ce qui lui restait à faire. En fin de compte, il est devenu plus autonome. Et en fin de compte, même ça, je vais dire, aider l'ensemble de l'équipe qui a pu, puisqu'ils ont mis en place un aménagement organisationnel, c'est ce qu'on voit donc la dernière chose, eh bien, ils ont pu aussi faire certaines tâches que lui ne pouvait plus faire. Et en fin de compte, la personne est restée en poste. Alors, l'aspirateur, vous voyez, on a mis un haillon à l'arrière du véhicule et c'est un gros aspirateur, comme un glouton que vous voyez de temps en temps sur les rues. Eh bien là, c'est pour les feuilles et donc ça met tout dedans et c'est énorme. Alors, c'est pas très, très cher, hein, mais il fallait un ergonome, un ergothérapeute pour y penser. Donc pour nous, ça c'est vrai que c'était banco, c'est un vrai maintien dans l'emploi et je vais même au-delà avec, on a évité le reclassement. Donc pour nous, c'était génial. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine coordination, c'est mes conseils pour la passe, parce qu'après je ne vais pas mobiliser tout le monde, mais mes conseils pour la passe, c'est une belle coordination entre le médecin de prévention, le médecin du travail, et le collectif. Le chef de service en priorité, bien sûr. Il faut que l'agent soit d'accord, hein. Mais bon, là, on n'avait pas trop de soucis. Certaines fois, bon, l'agent n'est pas trop chaud, mais nous, on essaye de favoriser justement cette communication pour pas que derrière, il y ait des idées préconçues sur peut-être l'aménagement du poste de travail organisationnel et dans un temps 2, l'aménagement technique en disant que c'est du favoritisme. Donc on essaye à chaque fois de dire c'est communiquer, essayer de faire comprendre aux autres, sans dévoiler bien sûr la nature du handicap, mais les raisons aussi de la compensation. Voilà, ça c'est mes conseils, hein. Vraiment se coordonner avec le docteur et le responsable direct de notre collègue bénéficiaire. J'ai parlé depuis 10 minutes, je vais arrêter, hein. S'il y a des questions, j'y reprendrai plaisir. Merci Christopher. Je crois que Marion, on a une question. Oui, alors y a-t-il une interaction avec la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle des SSTI? Alors, est-ce que tu peux préciser? Nous, en interne, on a des préventeurs. Pour le privé, je pense. Oui, la cellule PDP, ouais, ça concerne. Je pense que ça concerne le privé. Et si c'est pour le privé, effectivement, il y a des liens, hein, entre. Là, on peut solliciter la cellule pour envisager, par exemple, le maintien d'IJ, la mise en place d'une passe. Ça, c'est tout à fait faisable, mais me semble-t-il que ça concerne que le privé. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est le cas. Très bien. Je confirme, Christophe. Merci. Marion, est-ce qu'on a d'autres questions à ce stade? Non, pas d'autres questions pour l'instant. Très bien. Donc Christopher, si je devais récapituler un petit peu ce que tu as partagé avec nous, et je t'en remercie encore, on est vraiment sur le fait de mobiliser cette prestation d'appui spécifique. On a la simplicité qui ressort, cet aspect vraiment fluide, hein, qui est rendu possible par le professionnalisme des acteurs. Les bénéfices, on va être vraiment sur le maintien dans et en emploi, c'est de la sémantique, mais ça va au-delà, on est vraiment sur du pratico-pratique et sur le fait de, quelque part, retrouver un équilibre et rétablir les choses pour permettre l'autonomie en fait, de la personne handicapée. Le fait de pouvoir aussi préparer le terrain, hein, Christopher, c'est ce que tu nous expliquais. Et puis aussi, à travers ces passes, la possibilité aussi de contribuer à pérenniser
une personne, par exemple, sur les contrats en apprentissage. Et on le sait, l'apprentissage aujourd'hui, c'est une priorité depuis plusieurs années, mais particulièrement ces derniers temps et sur 2022, je pense qu'on va être dans la continuité. Hein, Thierry, tu ne me contrediras pas. L'apprentissage qui va permettre aussi hein, d'ouvrir les passerelles vers un emploi un peu plus pérenne. Autre chose, le fait qu'on a le droit aussi de se tromper quelque part en faisant des essais grâce à la disponibilité des prestataires que je salue. Hein, par ailleurs, hein, les prestataires passent. Et ça, c'est vraiment, je pense, un confort qui est là, qui d'adapter au plus juste les moyens de compensation par rapport aux conséquences du handicap. Et puis enfin, la nécessaire coordination entre les différents acteurs du maintien. Il y a cet aspect pluridisciplinaire qui ressort, hein, qui nous avait été aussi présenté par Christophe Bertrand et Christophe Saladino. La pluridisciplinarité, elle est vraiment essentielle aussi pour permettre la réussite sur cette prestation-là. Merci Christopher. Si on n'a pas d'autres questions. Si, j'en ai une justement qui est arrivée entre-temps. Alors, faut-il que la personne soit obligatoirement reconnue travailleur handicapé ou bien est-ce qu'une PAS peut être mise en place pour un agent qui est en difficulté mais qui n'est pas forcément reconnu handicapé? Alors, messieurs. Il faut qu'elle ait une reconnaissance administrative ou qu'elle ait fait un dépôt de demande de reconnaissance et dès qu'elle a l'accusé de réception, on peut mobiliser une PAS dans l'attente éventuellement après de la réponse définitive de sa demande. Mais il faut un titre, voilà, ou être en cours de dépôt. Merci Christophe. Thierry. Oui, pour compléter les propos de Christophe qui concernent bien évidemment le privé, dans la fonction publique, on a un élargissement un peu plus, on est un peu plus large au niveau des prestations puisque dans le catalogue des aides, il est défini la notion de BOE pour les aides du FIP et la notion de BOE, elle entend les agents qui sont inaptes ou aptes à des restrictions. Hein, donc c'est un peu plus large. Merci Thierry. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer la parole à Vincent Carillo, correspondant handicap des personnels au sein d'Aix-Marseille Université. Vincent? Oui. Hop, je mets. Bon. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ça va être compliqué de passer après Christopher qui a tout dit avec quatre conventions. Donc, c'est la Ligue des Champions, hein, Christopher à Nice. On n'en est qu'à 2, donc on a encore de la marge. Mais voilà, je vais essayer de ne pas être redondant avec ce qui vient d'être dit. Voilà. Voilà, donc moi, je suis le correspondant mission handicap donc, pour Aix-Marseille Université. Donc voilà, donc nous c'est vrai que voilà, depuis l'année dernière, on a aussi changé notre logo, parce qu'avant on visait l'excellence et maintenant donc on est socialement engagé. Et donc voilà, toute la politique handicap prend toute sa place dans ce socialement engagé au sein d'Aix-Marseille Université. Donc nous, voilà, donc Aix-Marseille Université, ben, on est 8000 personnels. Donc voilà, avec une population qui est, enfin, la complexité, c'est qu'on a à peu près 4400 enseignants-chercheurs donc, qui doivent faire à la fois de l'enseignement et de la recherche. Donc, ils ne peuvent pas faire l'un ou l'autre, ils doivent impérativement faire les deux. Et donc, pour des situations de maintien d'emploi, ça peut être compliqué parce que des fois, bien souvent, ils peuvent faire qu'une mission et pas l'autre. Donc voilà. On est répartis sur 58 sites sur l'ensemble du territoire. Et puis, donc, on travaille aussi en étroite collaboration avec d'autres tutelles, le CNRS, l'INRA, etc. Et donc, on partage aussi des bureaux et des personnels. Et autre précision, donc, on a aussi des personnels qu'on appelle des hospitalo-universitaires, donc qui sont salariés d'AMU et qui ont une partie de leur intervention qui se fait à la PHM aussi. Donc, voilà, on a une complexité dans nos organisations.
Hop, la slide, voilà, donc ma mission, donc, pour planter le contexte, elle s'inscrit voilà, plus globalement dans ce qui est obligatoire maintenant pour les universités, c'est ce qu'on appelle un schéma directeur du handicap, et donc qui comprend tous les volets pour l'accessibilité de notre établissement recevant du public, que ce soit donc pour les étudiants, pour les personnels. Voilà. Et donc, du coup, chaque université doit bâtir son schéma directeur du handicap depuis 2013, présenté au ministère. Et donc, c'est la mise en place voilà, de la totalité de l'accessibilité pour tous au sein de l'université. Donc, on avait un premier schéma directeur du handicap qui était sur des volets très classiques, hein, un volet personnel voilà, que je représente, un volet étudiant pour l'accessibilité des étudiants, un volet patrimoine et un volet recherche. Voilà, ça c'était le premier schéma directeur du handicap. Et puis donc là, depuis cette année, donc, le premier schéma directeur du handicap avait permis effectivement le conventionnement avec le FIP et donc nous mettre dans une dynamique, voilà, et mettre la dynamique sur l'ensemble des volets. Et là, donc, on a signé un renouvellement là, depuis le mois de juin pour une deuxième convention. Voilà. On a aussi une vice-présidence santé et handicap qui porte aussi le projet parce que, effectivement, si ce projet handicap n'est pas porté, il n'y a pas de poids. Et donc, on lance un nouveau schéma directeur du handicap avec des volets plus transversaux, comme effectivement l'apprentissage pour tous, que ce soit pour nos personnels, mais aussi pour les étudiants, l'accessibilité numérique et d'autres projets. Alors voilà, donc la mise en place des PAST et des EPAST, voilà, s'inscrit dans une procédure voilà, qu'on a essayé un petit peu de cadrer. Voilà, donc effectivement, on a une détection on travaille en 5 étapes. Hein, voilà, la première étape, c'est une phase de détection, va nous signaler effectivement une problématique de santé. Voilà. Et donc après, il y a une phase d'instruction. Et dans cette phase d'instruction, bien souvent, on fait appel soit à des PAST, soit à des EPAST en fonction de la situation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a besoin d'outils d'aide à la décision et on a besoin voilà, d'une analyse fine de la situation de travail pour comprendre effectivement la complexité de nos organisations et des métiers qui sont effectués pour prendre une décision. Voilà. Donc voilà, toute cette phase en amont va nous permettre de prendre nos décisions. Alors comment on travaille, nous, à AMU, sur l'analyse des situations de travail? Donc voilà, effectivement, ça a été dit. Tout d'abord, effectivement, il y a des situations simples voilà, qui sont traitées aujourd'hui en interne voilà, par nos référents handicap campus et le médecin de prévention. Voilà. Ensuite, on a des situations qu'on nomme complexes. Voilà. Et là, effectivement, donc, soit effectivement, on fait appel à un réseau d'ergonomes ou d'ergothérapeutes qui sont conventionnés avec AMU. Voilà. Et donc, on peut coupler cette analyse complexe avec une passe en fonction de la spécificité liée au handicap. Voilà, je prends l'exemple, on peut avoir une problématique visuelle. Donc, effectivement, on va mandater donc, pour cette situation complexe un ergonome voilà, qui va aller sur l'analyse de la situation de travail. Et on va coupler ça, effectivement, en cas de besoin, avec un expert du handicap visuel si la situation nécessite effectivement un regard sur la spécificité liée au handicap. Donc, voilà, cette étude complexe, voilà, on estime en amont voilà, de 1 à 3 jours. Et donc, du coup, voilà, à ce moment-là, sur ces situations complexes, donc, on mobilise les EPAST. Et en fait, donc, on a des situations vraiment très complexes, voilà, où là, effectivement, on est totalement perdu. Et là, effectivement, on a besoin de faire appel au réseau des EPAST. Et donc, voilà, pour les situations qui sont estimées en amont supérieures à 4 jours d'intervention, dans ce cas-là, donc, on mobilise deux partenaires, voilà, le Cap Emploi et les EPAST, pour d'abord le Cap Emploi pour effectivement voir si effectivement le Cap Emploi, au travers de son expertise, peut aussi, dans un premier temps, nous aider à trouver des solutions. Et si effectivement la situation nécessite un regard externe et un appui spécialisé, donc dans ce cas-là, on mobilise une EPAST. Voilà. Non, tu veux revenir en arrière, pardon? Oui, voilà. Donc, les objectifs, voilà, c'est éclairer sur la nature des difficultés de la personne en situation de handicap et rechercher effectivement voilà, des solutions durables dans le respect du principe d'aménagement raisonnable qui a été énoncé tout à l'heure. Voilà, c'est complexe et donc cette notion d'aménagement raisonnable, bien souvent, nécessite effectivement une expertise particulière. Et le dernier point, effectivement, c'est permettre d'apprécier dans l'aménagement la situation de travail, ce qui relève de la compensation du handicap et des obligations légales de l'employeur. Et c'est vrai que bien souvent, quand on a des études effectivement qui sont complexes, où dès le départ, on sait que voilà, ça risque d'être coûteux, il est important de pouvoir avoir
de pouvoir mobiliser dès le début un prestataire spécialisé, justement pour faire ce plan de compensation qui, à la fin, effectivement, va pouvoir répartir les responsabilités des uns et des autres, voilà, et surtout voilà, nous éclairer sur effectivement le gain de productivité, par exemple, les obligations légales de l'employeur. Et donc, ce spécialiste des EPAST, voilà, qui a une expertise et puis voilà, qui son métier au quotidien, nous, ce n'est pas notre métier, va pouvoir faire un plan de compensation qui va trouver toute sa finesse et qui va pouvoir être homologué, en tout cas pas par le FIP, hein, parce que du coup, ils ont l'habitude aussi des coûts qui peuvent être supportés par le FIP. En tout cas, cette expertise pour bâtir ce plan de compensation à la fin est pour nous très, très importante. Alors, j'ai pris deux exemples. Voilà, un exemple d'une EPAST. Voilà, alors nous, on a une richesse au niveau d'Aix-Marseille Université. Hein. On a plus de 400 métiers divers et variés. Donc là, j'ai pris un exemple d'un adjoint technique de recherche et de formation. Voilà, donc il travaille dans une unité mixte de recherche au sein de l'équipe Terre et Planète. Voilà. Et en fait, donc, sa mission, donc, c'est la conservation des collections scientifiques et la diffusion de la culture scientifique. Il faut savoir que sur notre campus de Marseille-Saint-Charles, voilà, on a des musées qui gèrent des collections. Et donc, on a une collection paléontologique. Voilà. Et donc, cet agent doit faire l'inventaire, doit photographier les spécimens, hein, parce que du coup, effectivement, ça participe aussi pour des expositions, pour de la culture, etc. Régulièrement, des chercheurs du monde entier l'interpellent pour photographier des spécimens. Voilà. Et puis après, donc, il y a l'encadrement d'étudiants et l'accueil de groupes scolaires au musée. Voilà. Donc, cette personne a eu un long arrêt dû à une problématique importante de santé. Et donc, on s'est retrouvé. Donc, je vous ai mis les photos, hein, vous voyez, donc c'est des compactus avec des racks. Et donc, suite à cet arrêt maladie, donc quelques mois avant de reprendre, parce qu'il y avait une volonté de reprendre en mi-temps thérapeutique. Donc, le médecin voilà, nous dit effectivement, voilà, cette personne qui est agent de musée un petit peu, effectivement, la station debout prolongée n'est plus possible. Le périmètre de marche est compliqué et il ne peut plus utiliser d'échelle pour monter effectivement pour aller chercher des pièces au niveau des compactus. Et le port de charge est limité. Voilà. Et donc, effectivement, dans un contexte effectivement, où, voilà, on avait un musée aussi qui était un petit peu vieillot, etc. Et effectivement, là, du coup, avec le médecin, c'est posé clairement la question de l'aptitude par rapport à ce poste. Voilà. Et donc, on a fait le pari, effectivement, de mobiliser Cap Emploi et les PAST pour tenter de trouver une solution en amont du maintien dans l'emploi. Donc, 2-3 mois avant qu'ils reprennent, donc on s'est réunis avec Cap Emploi. Voilà, on a fait le pari qu'avec une EPAST, on arriverait à trouver des solutions. Hop, et alors, je laisse passer des diapos d'après. Voilà. Et donc, effectivement, voilà, le prestataire est intervenu très rapidement. D'ailleurs, effectivement, la notion de rapidité, de simplicité, je rejoins ce qui a été dit par Christopher. Voilà, c'est vital. Hein. En tout cas, les prestataires, ils interviennent très, très rapidement. Donc, ça, il n'y a pas de souci en termes de délai. Et donc, effectivement, voilà, sur cette EPAS, donc, effectivement, le prestataire a trouvé des solutions. Donc, effectivement, tout ce qui va concerner le mobilier. Donc, on a mis en place un bureau électrique réglable en hauteur, un siège adapté avec un système de soutien lombaire pneumatique, un support de jambes et un siège assis debout pour les visites commentées au musée aussi. Voilà. Ensuite, effectivement, là, c'est toute une partie qui a été prise en charge là, par Aix-Marseille Université parce que ça faisait partie de sa responsabilité en tant qu'employeur, mais il fallait aussi faire une réfection du sol. Et donc, avant sa reprise d'activité, donc effectivement, Aix-Marseille Université a financé donc la reprise du sol pour éviter tout risque de chute. Et puis, donc, on a un peu réorganisé aussi suite au conseil et aux maquettes parce que du coup, le prestataire dépasse aussi, est en capacité aussi de faire des plans 3D pour qu'on puisse visualiser aussi ce que va donner l'aménagement de poste. Voilà, donc on a revu l'organisation spéciale. Et enfin, donc pour la partie donc, que je vous avais mis les photos là sur le musée, donc effectivement, le prestataire a trouvé une nacelle élévatrice compacte donc, qui est en photo. Donc effectivement, la difficulté, c'était par rapport à ça qu'effectivement, il fallait trouver une nacelle qui passe dans nos allées. Donc là, nous seuls, on n'a jamais pu trouver ce type de système. Et donc, effectivement, on a trouvé un modèle très compact qui permet de se déplacer dans les allées malgré leur étroitesse. Donc voilà, c'est un fournisseur italien qui fournit ça. Et ensuite, effectivement, alors là, vous avez sur la photo, vous avez un
bac porte-outils là en haut en noir. Et donc, effectivement, le prestataire EPAST a négocié donc, avec le fournisseur pour qu'au lieu qu'on ait le porte-outils, on ait un plateau qui permet effectivement de déposer les tiroirs prélevés en hauteur. Et donc, du coup, ça permet à l'agent, effectivement, alors, de monter manuellement, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de recharge, etc. Donc, à la force du poignet, on monte. Donc, il a ce plateau, il dépose le tiroir prélevé avec les spécimens hein, qui peuvent être très lourds, hein, voilà, parce que c'est de la pierre, donc ça peut être très lourd. Et donc, après, il descend. Et puis, donc, après, il peut prendre ses photos, etc. Il est totalement autonome. Voilà. Et donc, effectivement, dans une situation où on ne savait pas si la personne, du fait de la spécificité de ce musée, de ses activités, pourrait faire son métier. Alors, c'est une personne qui est passionnée par la photo, qui donne entière satisfaction, mais ça aurait été un déchirement de le changer de poste. Voilà, grâce à la mobilisation de ce partenaire, eh bien, maintenant, depuis 2 ans, l'agent est totalement autonome sur son poste, donc maintien dans l'emploi réussi. Le deuxième point, donc ça va être concernant les passes Urapeda. Voilà. Donc là, l'exemple, c'est dans le cadre d'une insertion professionnelle. Alors, nous, à Aix-Marseille Université, donc, pour pérenniser les agents sur leur poste, donc on œuvre effectivement sur les apprentis pour tout ce qui va être mission, support à l'enseignement et à la recherche. Mais pour tout ce qui est enseignement et recherche, donc on a une politique forte de recrutement de doctorants contractuels. Donc chaque année, on finance des doctorants contractuels. Là, on en a 14 qui sont actuellement financés, puisque c'est des contrats sur 3 ans. Et donc la volonté, c'est de pouvoir les amener jusqu'à un poste de maître de conférence au sein d'Aix-Marseille Université. Et donc, c'est notre vivier de futurs maîtres de conférence en situation de handicap. Donc là, voilà, c'est une doctorante contractuelle qui a été recrutée chez nous, donc avec une thèse à effectuer, donc avec une surdité de perception de type profonde. Alors, son sujet de thèse, c'est les origines de la vie en rapport avec les éléments chimiques. Voilà, donc un domaine très, très scientifique. Et elle a une mission secondaire, c'est la transmission de la culture scientifique auprès des collégiens et lycéens. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, on a fait intervenir l'Urapeda sur cette analyse parce qu'effectivement, c'était aussi très, très complexe et on avait besoin d'un regard poussé au niveau du handicap auditif. Donc là, la première des choses, effectivement, on a eu du conseil sur l'analyse de l'environnement de travail, hein, les laboratoires, les amphis, les salles de cours, parce qu'elle devait intervenir sur plusieurs sites. Ensuite, donc, on a eu une évaluation des capacités fonctionnelles dans le cadre du projet professionnel. Voilà, donc effectivement, en termes de handicap, et voilà, on a pu avoir un bilan assez poussé. Et enfin, donc, on a pu, grâce à ces éléments, donc, bâtir le plan de compensation qui a été validé, avec la mise en place d'un système de retranscription instantanée de la parole anglais vers le français, puisqu'effectivement, elle a des séminaires et des conférences en anglais, et on sait que la langue anglaise, effectivement, c'est assez complexe pour les personnes sourdes, puisque du coup, il y a un déficit d'apprentissage dans le secondaire, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, voilà, donc ça lui permet d'avoir la retranscription de la parole anglaise vers le français pour les séminaires et les cours. Des cours d'orthophonie avec un étudiant de la faculté de médecine qui sont pris en charge par Aix-Marseille Universitaire. Une auxiliaire pour rendre accessibles les cours en anglais aussi, pour l'aider dans cette démarche qui est un vrai handicap pour elle. Des aides techniques et des accessoires pour des réunions. Bon, ça, c'est assez classique, mais en tout cas, on a pu aussi, comme l'évoquait Christopher, les tester, en changer, voilà, et puis finalement acheter du matériel qui est utilisé, qui ne reste pas dans le placard. Ça aussi, c'est important parce qu'il n'y a rien de pire que voilà, de ne pas avoir de conseils, de ne pas pouvoir tester, et puis finalement financer des aides qui vont pas être utilisées parce que la personne soit ne sait pas l'utiliser, soit n'en a pas besoin. Et donc, finalement, c'est des aides qui restent dans le placard faute d'utilisation et faute de nécessité. Voilà. Donc là, vraiment, c'est des aides qui sont utilisées au quotidien, qui servent et qui rendent service à la fois à la personne et à son collectif. On a mis en place aussi la construction d'un lexique du laboratoire en LSF, puisqu'effectivement, cette personne utilise aussi la LSF, et donc on avait besoin voilà, de codifier et d'avoir le lexique du laboratoire. Et donc, on a mis en place une communication visuelle signée pour bâtir un lexique de 80 mots utilisé par l'ensemble des collaborateurs du laboratoire pour fluidifier la communication.
Et enfin, donc, effectivement, on a travaillé aussi sur la sensibilisation et l'information, puisqu'on a sensibilisé toute l'équipe et tous les chercheurs qui travaillent avec elle à la surdité pour pouvoir optimiser la communication. Voilà. Et donc là, effectivement, ça, on a mis en place il y a à peu près un an. Il lui reste encore une année de thèse, voire deux, puisqu'elle peut avoir une prolongation de sa thèse pour une année. Mais pour l'instant, c'est une insertion réussie, puisqu'effectivement, elle est en mesure aujourd'hui de produire sa thèse, de transmettre la culture scientifique malgré les conditions particulières de Covid aux collégiens, aux lycéens. Et donc, voilà, on espère pouvoir l'amener loin, pourquoi pas sur un poste de maître de conférence dans les prochaines années. Très bien. Merci Vincent. Est-ce que de tout ce que tu nous as présenté ici, est-ce que tu aurais des conseils éventuels à donner pour le recours à ces EPAST et à ces PASS, à ces deux dispositifs? Non, alors, le premier conseil, effectivement, c'est de structurer un petit peu sa politique maintien dans l'emploi pour savoir effectivement quand mobiliser, comment les mobiliser, voilà, pour qu'on ait un cadre. Voilà, ça c'est important, voilà, pour qu'on puisse savoir à quel moment on peut les solliciter par rapport à l'organisation aussi que l'on peut avoir. Alors c'est sûr que nous, avec Exmercer Université, voilà, on est un petit peu comme la ville de Nice, donc voilà, on est bâti pour accompagner les personnes en situation de handicap. Nous, voilà, on est presque 10 à travailler là-dessus. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être pris en interne, mais voilà, on a besoin, voilà, de structurer et de mettre en place des procédures pour savoir qui, comment et quand on mobilise des prestations PAST. Voilà. Et enfin, oui, le dernier conseil, c'est vrai que, à mon avis, il faut. Je conseille à tout le monde d'essayer, parce qu'après, effectivement, on se rend compte que ça devient un vrai outil et que, effectivement, aujourd'hui, voilà, nous, dans notre mallette d'outils que l'on a au travers du catalogue du FIP, voilà, c'est ce qu'on a mis en place dans les premiers mois qui ont suivi la création de la convention. C'est effectivement, voilà, de pouvoir avoir une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, effectivement, on a besoin de spécialistes par type de handicap. À défaut, effectivement, on ne peut pas remplir correctement sa mission. Voilà. Et nous, contrairement à Christopher, je pense que les passes qui sont les plus utilisées, ça va être effectivement aujourd'hui des passes sur le handicap psychique et sur le handicap cognitif. Voilà. Et de plus en plus, on a des passes pour des personnes effectivement qui ont une problématique TSA du trouble du spectre autistique, pour lesquels effectivement on a besoin, voilà, de travailler, d'avoir des bilans, de pouvoir argumenter pour connaître effectivement les réelles difficultés de la personne. Parce qu'une personne qui vous dit j'ai une grande fatigabilité, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Donc effectivement, bien souvent, la grande fatigabilité, voilà, on l'a fait passer par une analyse fine, voilà, par un prestataire pour savoir effectivement qu'est-ce qui déclenche cette grande fatigabilité et est-ce que cette grande fatigabilité est en lien avec un handicap. Voilà. Très bien. Merci à toi, Vincent. Est-ce que, Marion, on a des questions éventuellement? Alors oui, il y a une question. Donc, une personne qui dit que voilà, effectivement, les propos s'orientent plus en lien avec des grandes structures. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour les TPE? Alors, j'ai vu passer la question, je me permettrai de répondre. Je suis surpris qu'on parle de TPE. Je ne sais pas qui est présent là aujourd'hui. Est-ce qu'on est censé avoir effectivement des employeurs publics, mais bienvenue à vous si vous êtes là. Alors moi, je vais traduire TPE par petits employeurs publics. J'imagine que c'est ça la question. Ça a été dit tout à l'heure par Christopher C. C'est très adapté justement aux employeurs de petite et moyenne taille, parce que c'est très simple pour le mobiliser. Il suffit d'avoir la prescription selon les modalités de prescription que nous avons vues tout à l'heure, soit par les Cap emploi, soit par un centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités territoriales. Bien évidemment, les petites collectivités ne seront pas conventionnées, donc elles ne seront pas prescripteurs directs. Et dès lors que la prescription est établie, ensuite, il y a la mise en relation avec le prestataire qui prend en charge la demande et qui va vous accompagner. Donc, c'est vraiment, je dirais, un dispositif qui est particulièrement adapté justement aux petites et moyennes structures. Avec ce qui est intéressant aussi, si tu me permets, Thierry, c'est qu'effectivement, régulièrement, on a des fiches de liaison aussi qui sont envoyées. Et ça aussi, c'est un vrai plus,
parce que dans les premières années, ce système de fiches de liaison ne fonctionnait pas, ou en tout cas, on n'en les avait pas. Mais là, régulièrement, voilà, les opérateurs nous transmettent des fiches de liaison. Donc, on sait exactement, on a un suivi quasiment en temps réel de l'avancée de la prestation. Et on sait voilà, si ça va prendre du retard, ce qui se met en place, etc. Les différents contacts. Et donc, en termes de suivi qualitatif, ça, c'est un vrai plus aussi. Très bien. Merci. Marion, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, pas d'autres pour l'instant. Très bien. Je vais me permettre juste pour illustrer encore une fois tout ce qui vient d'être dit et brillamment dit, je voulais aussi insister sur le fait de l'importance du travail de concertation que suscitent aussi ces prestations, que ce soit les PASS ou les EPAST. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on mobilise une prestation, on mobilise aussi un espace-temps pour pouvoir discuter des difficultés que rencontre la personne. On est parfois, voilà, que ce soit pour des problématiques motrices, souvent en ce qui concerne les EPAST, sur des difficultés parfois plus poussées qui vont partir par exemple d'un simple mal de dos, et là je cite un de mes deux prestataires à qui je rends hommage et qui intervient brillamment sur ce type de situation, parfois sur des insertions dans des collectifs de travail voilà, qui peuvent parfois être annoncés comme étant un simple mal de dos. Parfois on va le corréler simplement à un siège ergonomique, mais parfois on se rend compte que quand même derrière cela, il y a aussi des difficultés relationnelles, parfois des situations conflictuelles aussi. Et je pense que l'espace-temps qu'offre justement la mobilisation de ces prestations, ben, c'est de pouvoir entrer dans un travail de concertation aussi lié à l'environnement du poste et qui peut, voilà, ça peut aussi solutionner d'autres problématiques. Et comme je le disais tout à l'heure, la solution technique viendra peut-être plus tard et on va plutôt axer les choses sur quelque chose de plus organisationnel par aussi la sensibilisation, pas que de l'employeur, mais aussi des collègues de travail, et parce que ça se rencontre de plus en plus aussi parfois la difficulté de prendre en compte la dimension handicap dans un collectif de travail. Et donc, du coup, toutes ces dimensions-là, ces interventions permettent aussi de se poser, de se mettre autour de la table avec tout le monde, et, y compris les médecins, voilà, et de pouvoir solutionner des problématiques, des difficultés, pas seulement à travers des solutions techniques, mais parfois aussi par le fait de soulever d'autres problématiques qui parfois ne sont pas dites, mais pas par volonté de ne pas le dire, mais parfois on se rend compte qu'on n'a pas le temps d'en discuter ou qu'on n'a pas le temps aussi de l'aborder, on ne sait pas comment. Et voilà, les prestations aussi sont là aussi pour ça, pour savoir qu'on a aussi un espace-temps aussi pour ça. Et c'est très intéressant en fait, ce qui vient d'être dit. Justement, nous on s'en sert aussi voilà, pour cette notion de conseil, les EPAST. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si ça a été dit, mais c'est que en fait, les EPAST, par exemple, elles peuvent être complémentaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pouvoir mobiliser une prestation motrice parce qu'il y a une problématique effectivement de fatigabilité, de mal de dos, etc. Oui. Très vite, on va se rendre compte qu'effectivement, ce mal de dos, il y a une répercussion cognitive ou psychique. Et donc, on va pouvoir aussi mobiliser un autre regard, une autre orientation avec un autre prestataire. Donc, c'est intéressant cette complémentarité et ne pas rester sur un type de handicap et pouvoir travailler sur la globalité de la personne. Merci, merci Vincent pour ces précisions. Marion, est-ce qu'on a d'autres questions avant de passer à la clôture? Pas d'autres questions pour l'instant. Pas de questions. Alors Thierry Allemand, je te repasse la parole pour clore ce webinaire. Merci Nora. Avant de clôturer proprement parler, je voudrais dire effectivement ce que vient de dire Christophe Sadino est très important, et on le voit souvent effectivement, la mobilisation d'une place peut venir parfois solutionner des problématiques qui sont au-delà du handicap, mais en lien avec le handicap. Rappelez aussi qu'on l'a vu, ce dispositif, ces dispositifs, les deux, les EPAST et les PASS sont des dispositifs
relativement simples à mobiliser, qui sont une vraie valeur ajoutée pour les employeurs, en l'occurrence en ce qui nous concerne pour les employeurs publics, et qui sont en complémentarité des aides directes du FIPHFP. Voilà, donc ça ne se substitue pas, ça a été dit par Christopher tout à l'heure, ça n'impute pas le budget, donc vous pouvez derrière mobiliser effectivement les 40 000 € annuels TTC pour les employeurs qui ne sont pas conventionnés et donc les autres aides pour les employeurs qui sont conventionnés dans le cadre des budgets qui sont alloués. Donc, il me reste vraiment à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. J'ai vu qu'on était relativement nombreux à cette fin d'année, donc merci de votre présence. Un grand merci à nos intervenants, bien évidemment, Christophe Bertrand et Christophe Saladino de la GFIP. Un grand merci à nos témoins, les grands témoins, comme tu les as appelés, donc Christopher C. et Vincent Caillot, donc de la métropole et respectivement d'Aix-Marseille Université. C'est pas un merci de base, c'est un merci sincère parce que je sais qu'il a fallu le préparer, cet événement, et même si je n'ai pas été présent avec vous, Nora m'a tenu informé. Donc, ça va au-delà de cette 1h30 de présence, mais il y a bien un travail en amont de préparation. Donc, vraiment, merci d'avoir pris le temps de préparer cet événement et d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis, un grand merci à toi, Nora, pour l'organisation, l'animation de cette session, ainsi qu'à l'équipe du Handipact. Alors, je pense que Benjamin et Marion ont été mobilisés. Il y en a peut-être d'autres, pardon. Je m'excuse si je ne les citais pas. Et puis, sur ce, il me reste vraiment à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et vous dire qu'on se retrouvera avec plaisir l'année prochaine. Et je vous ferai un petit peu de teasing dès le début de l'année avec un flash info que Nora est en train de préparer et qui sera consacré, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, au Cap Emploi. Donc voilà, merci à tous, très bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne fête. Au revoir. Bonne fête, au revoir. Merci, au revoir.